Salut, bonjour à tous, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de Média Animation qui explore, questionne les enjeux de la communication non marchande. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence de communication de Média Animation, j'accompagne les associations à se positionner stratégiquement et à réfléchir à une communication qui leur ressemble. Aujourd'hui, cette semaine, je suis en compagnie de Maud d'Evenchange. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as vu l'effort vestimentaire ? Waouh, oui. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas la vidéo, j'ai un t-shirt où il est marqué Save Ewoks, Protect the Forest. Je me suis dit que ça allait dans le thème pas mal. de ce Tu m'avais podcast. pas dit qu'il y avait un thème vestimentaire. Ah ben voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler donc de développement durable. En communication, c'est un thème qui existe depuis longtemps. On sait qu'aujourd'hui les papiers fessés, c'est devenu presque une norme. Les encres végétales un peu moins. On parle dans le web aussi de tout ce qui est énergie renouvelable pour les serveurs. Au niveau des réseaux sociaux, on essaie aussi de voir comment est-ce qu'on peut recycler les contenus, même si eux nous demandent systématiquement de publier encore plus et encore plus. Et on sent qu'aujourd'hui, ça va un peu à l'encontre de certaines valeurs du secteur associatif. On pourrait dire « don't look behind ». On essaye d'essayer de s'accommoder de ces obligations et en même temps de voir comment est-ce qu'on peut avoir une pratique éthique et durable en communication. Ce qu'on ressent souvent quand on a travaillé le sujet, c'est que le durable, c'est souvent une question de budget. Et on est souvent freiné par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment une question de moyens ? C'est ce qu'on va essayer d'un peu dépatouiller avec toi aujourd'hui. Est-ce que, effectivement, on parle de sobriété numérique, on parle de marketing responsable, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais est-ce que cette tendance se perdure ? En 2022, je pense, ici à Média Animation, on avait organisé une conférence en rassemblant une cinquantaine de professionnels du secteur non marchand pour discuter de cette question de la communication responsable. Donc, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est ? Voilà, c'est à peu près le menu de cet épisode. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc, bonjour à tous, Maud, j'ai 28 ans, je travaille chez Evenchange et donc Jérôme a été mon professeur à l'IEX puisque j'ai fait un master en management d'événements. Avant ça, j'ai fait un background plus général en sciences économiques et du coup, depuis toujours, je suis assez sensibilisée aux thématiques du développement durable de manière personnelle et maintenant chez Evenchange, je fais aussi du conseil mais c'est pour du coup le secteur culturel et événementiel, donc beaucoup d'associations. Et donc, on fait des accompagnements individuels, on fait beaucoup de formations, de workshops gratuits sur différentes thématiques, dont la communication. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de ça, donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tiens, pour ceux qui ne connaissent pas Evenchange, en 2 mots. Evenchange, du coup, c'est une association qui a été créée pour accompagner le secteur culturel dans sa transition. Ça fait maintenant 5 ans qu'on opère, on est beaucoup en Wallonie et à Bruxelles, et on organise le Forum de la culture durable, qui est un événement assez fédérateur, justement, sur ces thématiques-là dans le secteur associatif et culturel. Si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? J'y ai pas mal réfléchi et je dirais le bouche à oreille. À mon avis, c'est peut-être un peu bateau, mais je suis dans une période où je réalise fort l'impact des écrans dans ma vie. Et toute la journée derrière l'écran, le soir derrière son écran aussi. Et en fait, je manque un peu de ce côté où on vient de nous dire la pièce de théâtre qui a fait plaisir, le cinéma, enfin voilà, qui était chouette la dernière fois. Et donc, je pense que c'est surtout ça, ce côté spontanéité que j'aimerais retrouver. Donc, j'aurais dit cette réponse-là. Mais je me suis demandé ce que toi, tu répondrais. Ouh Moi, mon réseau de prédilection, c'est LinkedIn. Donc, je sais que je suis beaucoup dessus parce qu'il y a ce côté empowerment. Je pense qu'on peut justement partager des choses et se nourrir mutuellement. C'est pas que le côté branding de se montrer soi. Mais voilà, moi, c'est un réseau auquel j'ai pu construire justement une connexion avec pas mal de pros de la com dans le secteur associatif et culturel. Et si je devais supprimer tous les réseaux et n'en garder qu'un, je sais que ce serait celui-là, quoi. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quel état des lieux faites-vous chez Evenchange au niveau de la communication durable en 2025 ? Du coup, je pense que c'est important ici de spécifier 2 choses. C'est que pour moi, il y a la communication durable dans sa forme. Donc, comment est-ce qu'on va communiquer, par quels moyens, et dans ce qu'on va raconter, donc le fond. Du coup, il y a un peu 2 états des lieux pour moi. Au niveau de la forme, il y a vraiment une prise de conscience importante des impacts des réseaux sociaux et des autres outils. Mais il n'y a pas beaucoup de formation. Donc, les personnes sont un peu perdues face à ces impacts. Elles savent qu'ils existent, mais elles ne savent pas vraiment
qu'est-ce qui est mieux de faire ou pas, numérique vs faire encore du papier FSC ou pas. Là, on sent vraiment qu'elles ont besoin d'aide. Pourtant, il y a quand même beaucoup de guides en ligne et d'infos qui circulent. Oui, mais nous, on remarque aussi ce côté où il y a la volonté d'agir. Donc, elles ont toute cette envie de prendre ce développement durable, elles le font déjà. Mais en fait, c'est le rôle de personnes souvent en interne. Et donc, même si ces guides existent, on va être concentré sur le travail opérationnel du jour le jour et pas se concentrer sur ces aspects-là. Et au niveau de la forme, du fond, là, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'en ce moment, il y a énormément de théâtres qui font des programmations, des centres culturels sur des thématiques liées aux crises écologiques et sociales. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que parfois, on remarque que s'il y en a qui font ça, alors ils vont se dédouaner complètement de... En fait, je ne vais rien faire au niveau de mon impact de mes outils numériques parce que je parle déjà de ces thématiques dans ma programme. Et je trouve ça vraiment frappant parce qu'il y a cette volonté, mais ce manque de formation et ce manque aussi un peu de cohérence. Donc nous, c'est ça qu'on veut apporter chez Even Change aussi. On fait des guides, comme tu disais, mais malheureusement, ils ne sont pas lus. Donc c'est pour ça qu'on essaye maintenant de plus rassembler les personnes de ce secteur-là. Et alors, il y a eu récemment avec Brussels Museum, qui est une fédération de 100 musées, où on a fait un groupe de travail avec Studio Colibri, qui est un web designer durable, sur en fait l'éco-conception de leurs outils numériques. Et on a sorti un guide là-dessus. Le guide, il sera lu ou pas, je ne sais pas, mais le travail qui a été fait avec les musées est très important parce qu'ils ont réalisé qu'ils ont besoin des outils pour attirer l'audience, mais qu'en fait, ils s'épuisaient, ils utilisent trop d'outils par rapport à ce que vraiment ils en ressortent. Et donc, moi, ce que je dirais qui est ressorti, c'est publier moins, mais mieux. Et un peu comme tu disais, réutiliser en fait du matériel, c'est des choses auxquelles il y en a qui n'avaient jamais pensé. On a déjà fait un post, on va le réutiliser 6 mois plus tard, il a bien fonctionné, il refonctionnera de nouveau bien. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est les données aussi, comme tu dis. Nous, on les pousse à récolter des données, notamment sur la communication print et numérique, pour voir les évolutions par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Oui, c'est une question de démarche et c'est pas tant pour faire la photographie à un moment donné, mais c'est de dire, voilà, comment est-ce que vous avez pu progresser avec le pendant, est-ce que le fait d'être plus durable dans sa com a un impact positif ou négatif sur la communication, c'est-à-dire la transmission du message aussi au public, quoi. Tout à fait. Donc en gros, tu dirais que le secteur que tu rencontres est conscient, mais n'a pas forcément toujours les moyens, pas les moyens, mais en tout cas la dynamique de mettre ça en place. Et la formation aussi, je dirais. Ouais. En tout cas, la formation sur les impacts. On a beaucoup la question papier vs digital, c'est quoi le plus impactant, Instagram vs Facebook, c'est quoi le plus impactant. Alors, tu réponds quoi ? Et là, moi, je dirais que pour l'instant, je ne sais pas. Je suis en grosse formation sur tout ça et je trouve ça vachement difficile, notamment l'intelligence artificielle où si vraiment tu veux avoir les infos, il faut aller creuser, ça prend du temps. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'avoir des référents qui sont capables d'aller faire ce travail de recherche pour venir te soutenir et que toi, dans ton travail au quotidien, tu ne peux pas faire, en fait. Parce que tu dirais que c'est plus d'avoir un choix éthique, de faire des choix conscients. C'est pas tant d'être dans le dogme de tout vert totalement. Enfin, je sais pas comment vous vous positionnez là-dessus. Nous, on est vraiment dans petit pas par petit pas. Donc, quand on sait pas, on va faire la petite chose qu'on sait qui aura un impact à ce moment-là et on va se renseigner sur la suite. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. On n'a pas encore pris position là-dessus, mais donc on conseille à toutes les structures qu'on accompagne de déjà avoir une charte au niveau de l'intelligence artificielle pour essayer de mettre des quotas sur l'utilisation, en tout cas savoir les gens comment ils l'utilisent, parce que comme ça va être plus simple après de mettre des actions en place quand on saura vraiment les impacts. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On est dans la même démarche chez Média Animation. On travaille sur notre charte. Ah voilà. Je vais en profiter déjà pour te poser la question que Mickaël nous a posée la semaine passée pour toi. Il se demandait justement quelle était, par exemple, la plus grande absurdité que tu as pu rencontrer en matière de pratiques non durables dans le secteur culturel. Je pense que je vais rebondir sur ce qu'on a dit avant, où il y a des engagements qui sont pris au niveau soit de la direction ou de l'éco-team, avec qui nous on travaille. Et elle va dire, par exemple, on n'utilise plus de tasses en café jetables. Elles font ça pour leur petite équipe et puis en fait, l'info n'est pas transmise. Et donc, il n'y a plus rien qui est fait dans la suite de l'événement. Donc ici, pour moi, ça a quand même un rapport avec la communication dans le sens où cette info n'a pas été communiquée en interne. Et donc, c'est quelque chose... Ils ont communiqué là-dessus à leur public, que c'est une action qu'ils ont mis en place. Mais en fait, il y a une personne qui l'a fait, qui ne l'a pas communiqué au reste de ses équipes. Et c'est 2000 bénévoles, donc c'est énorme. Et en fait, finalement, cette action n'a pas pris
pas pris Là, place. tu tombes un peu dans le greenwashing du coup, parce que tu annonces un engagement que tu tiens pas. C'est ça. Et ça tenait à une toute petite chose, et heureusement, on est arrivé au début de l'événement et on a pu rectifier. Il s'avère que les gobelets étaient juste pas au bon endroit. Enfin, c'était vraiment une bêtise. Mais tu vois que c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui vient suivre aussi sur le terrain pour vérifier que ce qu'on a dit en amont est concrètement fait et qu'on tombe pas dans le greenwashing, comme tu dis. On continue dans les mauvais exemples pour en apprendre un peu plus. Si tu devais pointer, par exemple, 3 erreurs à éviter vraiment pour un chargé de com ou une chargée de com qui veut se lancer dans une com un peu plus responsable et durable. Alors, je dirais d'abord que pas connaître son audience, c'est vraiment la pire des choses parce qu'on arrive on veut être sur tous les réseaux du coup, parce qu'on ne sait pas assez où qu'on pourra atteindre la nôtre. Et ça, c'était un peu le gros du travail qu'on a fait aussi avec les musées, de se dire il faut choisir les canaux qu'on va utiliser pour atteindre notre audience. Mais souvent, moi, dans les associations que j'accompagne, elles ne savent pas quels outils sont utilisés par leur audience. Et c'est pas non plus facile, et ça, je pense que vous êtes plus experts que nous là-dessus. Mais c'est tellement important d'aller aussi à la rencontre de ce public pour savoir c'est quoi le contenu qu'ils veulent et pour du coup ne pas se fatiguer à faire énormément de contenu, en plus publier la même chose sur différents réseaux. J'aime pas. Moi non plus, et qui ne sera pas lu, et c'est tellement dommage pour la personne en charge de ça et aussi le public qui du coup s'épuise et n'est plus du tout intéressé par tout ça. Ouais, d'une certaine sobriété au niveau de l'efficience, quoi. C'est de choisir quel outil. Parce que c'est vrai que lors de la conférence en 2022, une réflexion qui était sortie, c'est oui, publier sur des réseaux sociaux, ça peut être durable à partir du moment où c'est là où se trouve son public. Mais c'est vrai que c'était une réflexion qui allait un peu à l'encontre de ce qu'on pensait en disant là on surcharge des réseaux en ligne et que c'était pas forcément les premières réflexions qu'on aurait, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup été dans communiquer énormément, beaucoup. Et je trouve aussi beaucoup sur ces thématiques aussi durables, on a été un peu abasourdi. Enfin, c'est arrivé en grosse quantité et maintenant je sens un peu un gros ras-le-bol par rapport à ces communications-là. Donc ça, moi, c'est un gros questionnement que j'ai en ce moment, c'est que j'ai toujours poussé tout le monde à communiquer, même les toutes petites actions au niveau durabilité qu'elles font pour sensibiliser en fait les autres à faire de même. Mais il y a tellement... les gens n'ont plus trop envie de l'entendre que je trouve ça difficile de trouver le juste milieu à ce propos-là. Effectivement, il y a le côté bien choisir ses canaux en fonction de ses publics. Et l'autre, c'est communiquer sur ce qu'on fait, mais en essayant de ne pas saouler son audience. Ouais, et là, j'avoue que moi, j'ai pas la réponse. Ouais. Donc, je dis que c'est une erreur à éviter. Enfin, moi, en fait, l'erreur que je disais d'éviter avant, c'est justement de pas communiquer sur ces actions-là, parce que je remarque vraiment que le secteur associatif était craintif, frileux, en fait, de communiquer ces infos, parce qu'ils se disaient non, c'est trop petit par rapport à d'autres, ça vaut pas la peine. Et moi, ça, je disais vraiment non, il faut, allez-y, parce que justement, le public voit qu'ils font un exemple, quoi, ils font des choses. Et on voit souvent des assos qui font des chouettes choses et qui n'en parlent pas. Tout à fait. Nous, dans tous les accompagnements qu'on fait, en fait, ce qu'ils adorent le plus, c'est de voir... On leur donne une colonne état initial de vos actions, donc avant qu'on arrive, ce qu'on a fait ensemble et ce que vous pouvez faire après. Et en fait, ils voient qu'il y a plein de choses dans état initial, la première colonne, et ils adorent, ils se rendent compte qu'en fait, ils faisaient beaucoup de choses. Donc pour moi aussi, c'est un peu là qu'il y a le manque de formation, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, donc ils ne communiquent pas. Nous, on les pousse à aller vraiment là-dessus. Et ça, je remarque aussi que dans les lieux culturels, il y a beaucoup plus de signalétique maintenant, qui va montrer l'engagement des différents lieux et associations, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais ils sont plus frileux sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu vois une différence entre les structures culturelles pérennes, comme des centres culturels, des musées, des théâtres, et les festivals plus éphémères ? Oui, parce que les festivals plus éphémères, ils ont tellement de choses à communiquer en peu de temps, que du coup, c'est d'office la durabilité qui va passer à la trappe. Quand c'est pas leur cœur de métier. Ouais, c'est ça. Il y en a certains, comme un ils sont identifiés pour Festival, ça. Ouais. La CEMO, ils sont identifiés pour ça, ils sont obligés, mais les autres, du coup, ça passe à la trappe et c'est tellement dommage. Et du coup, chez eux, c'est là que j'ai vu des chouettes actions où tu vas plus avoir des bénévoles. En fait, ils vont mettre des bénévoles sur le terrain qui vont faire de la communication sur leurs actions. Donc, soit tu auras une grande fresque, ils vont venir demander aux festivaliers de participer. Et comme ça, ils vont apprendre les engagements du festival. Et c'est là où, en fait, j'en viens à la troisième
troisième erreur, c'est que parfois on veut attendre d'être parfait pour communiquer. Là où nous, on pousse ce modèle Even Change pas à pas et montrer les imperfections, montrer les incohérences. Et donc, un festival qui va programmer un artiste qui a été en justice pour des agressions sexuelles, on l'a vu récemment là avec Dour, ils l'ont enlevé. Et c'est des choses qui ont été communiquées. Ils ont communiqué au public. Pourquoi ? Voilà, finalement, on enlève la raison. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose qui se passe, on est transparent et on ne va pas juste soit l'enlever ou le laisser sans rien dire, ce que d'autres festivals ont fait. Ouais, ça fait partie d'assumer finalement ses choix, ses engagements, quoi. Et ça, je trouve c'est important. Ici, c'est un cas un peu plus de crise, mais comme tu disais, on va prendre des gros artistes qui déplacent des foules. Si tu fais un bilan carbone de ton événement et que tu le publies sur ton site web, pour moi, il faut le dire. Il faut dire, voilà, c'est ça qui est le plus important, mais c'est peut-être ça que notre public veut. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution pour répondre à cette problématique. Est-ce que tu dirais, du coup, que ces efforts qu'on fait au niveau de la communication, tant dans le fond que la forme, ça a un impact sur le public ? C'est-à-dire, est-ce que le public adhère à ce genre de démarche et, du coup, ça te permet de faire mieux passer ton message et de fidéliser ton public ? C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend fort de ton audience et de ton cœur de métier et de tes valeurs, en fait. En tant qu'association, les valeurs que tu vas pousser, si ce message, il va être du coup de réduire l'impact, mais que c'est aussi tes valeurs et c'est ton projet, là, ça passe. Là où pour moi, c'est beaucoup plus difficile, ça va être les associations qui ne sont pas spécialement sur cette thématique-là de durabilité, de solidarité et autres, et qui vont faire passer des messages en ce sens, de réduction d'impact, mais qui du coup n'ont pas spécialement un public qui est déjà sensibilisé à ça. Et qui n'ont pas fait les liens avec leurs valeurs, parce que c'est peut-être logique pour eux, mais peut-être pas pour leur public. Tout à fait. Ouais. Et donc là, pour moi, il faut encore prendre le problème différemment et en fait aller à la base de d'abord sensibiliser sur des choses simples, pas aller dans le compliqué et prendre son public par la main aussi. C'est ça qui, pour moi, ça prend du temps. C'est normal qu'au début, il ne soit pas réceptif et il faut pour ça connaître son audience pour petit à petit adapter son message aussi. On va aller dans le côté un peu plus positif. Est-ce que tu aurais un exemple inspirant d'une ASBL qui a mis en place une com durable exemplaire, ou en tout cas qui peut donner des idées pour d'autres associations ? Mais récemment, il y a le magazine Demain, Imagine Demain, qui est un magazine écologique et sociétal, qui est en assez grande difficulté en fait financière et qui du coup ont d'abord pris une stratégie plus très frontale d'utiliser énormément de pubs payantes, d'être sur tous les réseaux, de beaucoup communiquer. Et je pense que ça n'a pas passé avec leur audience parce que leur audience, c'est pas ça, c'est pas leur valeur. Donc je crois qu'ils ont aussi perdu des abonnés à cause de ça. Et maintenant, ils ont un peu changé de fusil d'épaule et récemment, ils ont pris la parole sur un réseau Instagram, chaque personne en fait et chaque journaliste, pour expliquer leur situation et dire en fait, voilà, maintenant on revient à la base, on a fait un magazine spécial pour expliquer en fait nos difficultés, où on en est. Et là, on a vu qu'il y a eu... Ça a été hyper bien accepté par le public et je pense qu'ils vont atteindre très très vite leur demande de 1000 abonnés nouveaux pour pas fermer boutique. Et ça, je trouve c'est un super exemple où ils ont d'abord pris la stratégie un peu classique de se dire bon, on doit aller chercher des fonds, vas-y, on va payer des publicités en ligne et pas spécialement respecter nos valeurs. Et puis après, ils se sont posé cette question, notre audience, quel outil de communication le plus performant, comment leur parler aussi, face caméra, ça marche mieux que tout ce qu'ils avaient fait avant. Et je dis pas que ce sera fait demain, mais j'ai l'impression qu'ils sont bien partis. Ouais, donc c'est vrai que c'est toujours s'inspirer finalement de son projet, de son cœur d'ADN, d'Assos finalement, et de trouver des actions de com qui sont liées à ça. Tout à fait. Et ça devient durable, même si ça vient pas le buzz marketing, mais au moins c'est durable avec... ton public. Ouais, parce que je crois qu'un gros risque, c'est que l'audience qui est sensibilisée à ces thématiques-là, maintenant, elle se pose aussi des questions quand elle voit sa marque préférée de t-shirt qui utilise tous les réseaux de méta en fait, pour faire passer son message. Je pense que petit à petit, elle se dit non, mais moi, c'est plus en cohérence avec moi où j'en suis dans mes positionnements. Et ça, c'est difficile de aussi respecter en fait l'engagement de ton audience et de savoir eux quels outils ils utilisent. C'est peut-être pas ceux que moi j'aurais pris à la base, mais en même temps je respecte leurs valeurs à eux aussi, quoi. Et tu dirais au secteur culturel foncer sur Mastodon et Blue Sky ou pas forcément ? Ça, franchement, je pense que
Je te laisserai plus la réponse dans le sens où, pour moi, je mise tellement plus sur les actions qu'ils peuvent faire en interne et la façon dont ils le communiquent. Je mise beaucoup sur eux pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait avoir le plus d'impact. C'est peut-être pas la meilleure des réponses, mais je crois que pour l'instant, il y a déjà tellement à faire que j'ai pas envie de chambouler tout l'aspect communication et espace et lien qu'ils ont avec leur public et leur audience. Pas briser ça parce que c'est tellement important pour leurs activités. C'est aussi là où il faut trouver le bon équilibre, je trouve. Mais ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, donc voilà. Que répondrais-tu à celles et ceux qui disent systématiquement qu'en fait la com durable c'est trop cher, ça coûte trop cher? La réponse un peu qui me vient du tac au tac, c'est que d'être dans le déni, ça coûte 3 fois plus cher. Et c'est un peu... mais encore. Une grosse punchline dans le sens... voilà, mais... parce que c'est une réponse un peu facile de dire que c'est trop cher, mais c'est vrai que dans le fond, beaucoup d'alternatives sont plus chères. C'est pour ça que pour moi, il faut y aller step by step et prendre des petites actions d'abord et voir ce qui marche pas. Quel exemple on pourrait prendre? Passer à de l'encre végétale. Pourquoi pas faire un test sur un événement qu'une asso organise sur certains de leurs prints et puis elle voit le coût, elle voit comment ça se passe et puis petit à petit elle passerait complètement à ça, mais pas passer du tout au tout. Nous c'est un peu ce qu'on répond à cette question du coût. Là où parfois aussi il faut pas oublier que c'est un coût, mais ça a tellement plus de valeur après. Il y a beaucoup de choses qui sont créées quand on vient prendre quelque chose qui est en réemploi ou qu'on vient diminuer du contenu. Je dis pas que ça va créer de la valeur, mais d'un côté, tu vas pouvoir libérer du temps pour faire autre chose, pour te concentrer sur une autre action. Dans les réflexions qui ont lieu aujourd'hui sur la com durable, on parle effectivement beaucoup au départ de tout ce qui était forme. Donc effectivement, limiter peut-être les impressions, voir un peu au niveau de la sobriété numérique, au niveau de la lourdeur des images et des vidéos et tout ça. Moi, récemment, il y a un discours que j'ai entendu de l'ADEME qui était plus lié au récit et aux nouveaux imaginaires. Le fait qu'effectivement, finalement, on a beaucoup alerté les gens sur l'environnement et sur la crise climatique, mais que du coup, on crée une éco-anxiété. Et que si on voulait, comme les publicitaires ont réussi à nous vendre un imaginaire vraiment de consommation, l'ADEME, il propose de revenir sur un nouveau imaginaire pour que, en fait, l'enjeu climatique soit positif et pas négatif. Est-ce que vous avez déjà discuté de ça chez EventChange et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'aime beaucoup les nouveaux récits. C'est une des nouvelles thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup. On a fait un événement avec Cola Van Morsel, tu vois peut-être, un professeur à l'IEX aussi, qui fait un cours sur les nouveaux récits. Et on a été questionner les artistes là-dessus. À quel point est-ce que l'art peut transformer une vision de la société? C'est prouvé. Que c'est possible, mais est-ce que les artistes ils veulent le faire? Et donc c'était chouette parce que c'était une soirée débat où clairement on s'est rendu compte du pouvoir des récits et donc des œuvres artistiques, un livre, un film, une pièce de théâtre, mais les artistes ressentent aussi un peu un poids parce qu'ils sentent que la société leur dit on a besoin de nouveaux imaginaires qui soient pas des dystopies mais qui soient chouettes en fait, 2060, que ça soit pas juste une terre pleine de sable. Et ils ressentaient un peu une pression. Mais c'était hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui arrive fort dans leur pratique artistique et même dans leur parcours de formation en fait. Ils peuvent faire passer des messages. Est-ce qu'ils ont envie de faire passer ce message-là? Ça, nous on disait, c'est à vous de faire le choix d'eux. Mais moi je crois qu'en effet, il y a un très très gros rôle dans ce qu'on communique. En fait, est-ce que tu connais un film qui montre 2060 où tout le monde n'est pas en train de mourir et de quémander une petite miette? Non, c'est apocalyptique à chaque fois. Ouais. Moi, j'en connais pas un et c'est un peu la question qu'on se pose justement chez EventChange et les shifters. Je sais qu'ils rigolent beaucoup là-dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et ça, c'est dommage parce que c'est clair que ça crée un cercle vicieux où tu sais que le monde va pas bien, tu connais les crises, les impacts, tu fais des petites actions pour que ça aille mieux, mais tu vois que pour l'instant, ça prend pas et on te dit pas que ça va aller mieux. Et donc, ça crée cette éco-anxiété et ça ne crée pas ce nouvel imaginaire de se dire c'est possible, en fait, que ça se passe mieux. Et donc, on pourrait avoir une démarche de slow journalisme au niveau de notre communication, d'être responsable de ce qu'on diffuse comme message et d'essayer d'être plus dans une projection positive. Tout à fait. D'essayer d'aller là-dedans, quoi. Moi, je trouve que là, il y a... Mais c'est le rôle de tout le monde, tant dans la communication, mais même ici, comme ça, quand on parle entre nous, de plus parler de ces actions positives qui existent, qui sont là et qui
demain pourront peut-être être la norme, quoi. Mais c'est vrai que les arts vivants et les arts plastiques prennent cette thématique. Encore faut-il qu'après, on communique dessus et que le public envisage ça comme quelque chose de positif, quoi. Tout à fait. Le public doit être preneur aussi, mais s'il y en a de plus en plus, je pense que petit à petit, on peut créer ce nouvel imaginaire et on peut un peu mettre à la porte aussi ceux qui sont obsolètes, parce que tous ces films qui dépeignent 2060 de manière apocalyptique, il y a un moment... Ça suffit. C'est bon. Enfin, c'est chouette, les films de science-fiction, etc. Mais on peut imaginer autre chose, quoi. Il y a un peu des choses qu'on peut mettre à la poubelle et essayer de passer à la vitesse d'après sur une note un peu plus positive, quoi. Ah ben moi, j'aime bien clôturer sur cette note positive. Comme tu le sais, on demande à chaque fois à l'invité de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Oui. Alors, quelle question veux-tu que je pose la fois prochaine sur la communication envers les publics ? Du coup, je me demandais si il pouvait m'expliquer une façon de mesurer une réussite au niveau de la communication, au niveau du public. Comment est-ce qu'il va mesurer si cette communication a bien fonctionné ou pas? Ça fait bien lien avec ce qu'on vient de discuter. Merci, on va essayer d'y répondre la semaine prochaine. Trop bien, merci à toi. Au revoir. Au revoir.